Et avec nous pour en parler, Kevin Gernier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chargé de plaidoyer à Transparency International France, qui a pour principale vocation, on rappelle, la lutte contre la corruption des gouvernements. Tout simplement, comment réagissez-vous à Transparency International à cette affaire ? Notre réaction, en fait, c'est pas tant une réaction de surprise, puisque on savait déjà que Uber faisait du lobbying à l'époque en France. Mais ce qui nous surprend, en fait, c'est l'intensité des liens qu'il y a pu avoir, notamment avec le ministre de l'économie de l'époque, et l'opacité de ces liens, puisqu'on ne savait rien de ces rendez-vous avec le ministère de l'économie. Et maintenant, vous le savez, est-ce que c'est choquant pour vous ? Ce qui nous choque davantage, c'est pas qu'il y ait eu du lobbying, c'est que, encore une fois, il y a eu un sentiment que la relation était vraiment exclusive. Oui, on dit que même le gouvernement de François Hollande de l'époque n'était pas forcément très chaud à l'idée d'accueillir cette entreprise. C'est ça. Donc, déjà, d'une part, ça montre que le gouvernement, c'est pas un bloc monolithique. Et d'autre part, que vraiment, la moindre des choses, quand on est membre du gouvernement, c'est d'assumer ces rendez-vous avec des lobbyistes et pourquoi pas de les publier. Or, à l'époque, il n'y avait aucune obligation de publier ces rendez-vous, mais en plus, ça n'a même pas été fait volontairement. Là, c'est légal ou illégal, ce à quoi on assiste, si ça venait à être confirmé ? C'est tout à fait légal. Pour l'instant, c'est pas un problème de légalité. En fait, pour l'instant, on est plutôt sur un problème de légitimité démocratique. Il ne s'agirait pas que le débat démocratique soit confisqué par un acteur, en l'occurrence Uber, au détriment d'autres acteurs qui sont tout aussi légitimes à intervenir. Mais vous dites, on n'est pas surpris à Transparency International, mais celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, pardon, une entreprise comme Uber, on parle de détectives privés à Bruxelles en Belgique, on parle de moyens agressifs, on parle d'un système pyramidal qui consiste à dire, on arrive dans un pays, pardonnez-moi l'expression, on fout le bazar et après on commence à discuter avec les politiques. Effectivement, Uber, ils ont quand même des stratégies qu'on peut qualifier de violentes. C'est un lobbying qui est assez agressif. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un lobbying qui franchit les limites de la loi, mais qui va vraiment déclencher tous les leviers à sa disposition. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les mesures de transparence sont pas à la hauteur pour Alors justement, on va pas faire comme s'il y avait rien. Il y a notamment la loi Sapin 2, il y avait un projet de loi Bayrou. On va y revenir avec vous. Mais d'abord, l'opposition française, en tout cas une partie de cette opposition, est vent debout. Certains dénoncent un scandale d'État. La France insoumise réclame une commission d'enquête parlementaire. Les précisions de Lou Bureau. Tout le monde l'attendait, mais Emmanuel Macron à Versailles pour le sommet Choose France n'aura fait aucun commentaire. Le principal intéressé des révélations de l'enquête Uber Files garde le silence et même le sourire. Au contraire des forces de l'opposition, à gauche comme à droite. Accords secrets, corruption, scandale d'État. L'enquête sur les relations entre l'ancien ministre de l'économie et la firme Uber suscite de vives réactions. C'est très grave. Voilà. Écoutez, moi j'ai une certaine idée de la République qui fait que le président ou celui qui va être président ne peut pas être un lobbyiste au service d'intérêts privés. Les députés de la France Insoumise ont demandé à ce qu'une commission d'enquête parlementaire soit lancée. L'idée est aussi partagée par d'autres bords politiques, notamment le Rassemblement national. Je crois que c'est l'inverse de ce qu'on attend d'un ministre de l'État français. Ce n'est pas déverrouiller l'économie, c'est abîmer le patrimoine économique français au bénéfice de puissances étrangères. Même son de cloche chez les syndicats. Il paraît que le président de la République est intouchable, on ne peut pas faire de commission d'enquête, mais enfin le minimum c'est qu'il explique ce qu'il a fait. Dans le camp d'Emmanuel Macron, la ligne de défense est claire, aucun conflit d'intérêts. La proximité entre l'ancien ministre de l'économie et la firme Uber n'aurait rien eu d'illégal. On est en train de se dire qu'il y a un scandale du simple fait qu'un ministre de l'économie ait reçu des acteurs économiques. Si ça c'est un scandale, on va avoir des scandales à la pelle dans les semaines, les mois à venir. Selon France Info, une demande officielle d'enquête parlementaire devrait être proposée demain matin par l'Alliance de la NUPES. Elle sera étudiée dans les prochains jours par la présidente de l'Assemblée nationale. Alors justement, Kevin Gernier, qu'en est-il au niveau de la loi ? Qu'on se le dise, Uber ou d'autres déposent des amendements, enfin, ils les amènent sur un plateau à des députés, en fait. C'est ce qui se passe. Là, en l'occurrence, on parle d'un ministre. Qu'est-ce qui est fait dans la loi française pour empêcher les dérives ? Bien, que des lobbies déposent des amendements clés en main à des responsables publics, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, que beaucoup d'acteurs pratiquent, qu'ils soient commerciaux ou non. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Sinon, c'est illégal. Sinon, c'est de la corruption, évidemment. Sinon, c'est de la corruption active ou passive, c'est Effectivement. Donc là, il ne s'agit pas de ça, évidemment. Là, il s'agit d'un problème de légitimité démocratique. Et ce que la loi, aujourd'hui, elle demande, en fait, c'est pas grand-chose. La loi Sapin 2, ça fonctionne pas ? C'est ça. La loi Sapin 2, c'était quand même une belle avancée, on va pas se mentir.
Après, elle est restée au milieu du gué et aujourd'hui, parce qu'en fait, les faits reprochés, enfin, les faits de lobbying dont on parle là, ils remontent à 2014-2015, donc avant la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, il n'y aurait pas changé grand-chose, puisque par exemple, elle ne demande pas à ce qu'on publie exactement les rendez-vous, l'identité des ministres qui sont rencontrés. Elle ne demande pas à ce qu'on publie les propositions d'amendements qui sont envoyées aux parlementaires. Donc c'est tout un pan de la loi en fait qu'il faudrait améliorer pour permettre une plus grande transparence de ce lobbying. Alors justement, que préconisez-vous concrètement, vous, aujourd'hui, si une loi devait passer ? Alors, ce qu'on attend en premier lieu, et on n'est pas les seuls à l'attendre, il y a vraiment un consensus large sur la question, c'est qu'on révise le décret d'application sur le répertoire des lobbyistes qui existe aujourd'hui mais qui est largement incomplet, qu'on révise la loi Sapin 2 et qu'on demande, pourquoi pas, aux responsables publics de publier leurs rendez-vous. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de souci de rencontrer des lobbyistes, mais il faut l'assumer. Puisqu'ensuite, la France est-elle en retard par rapport à des pays en Europe, notamment ceux du Nord ? Du point de vue de la transparence du lobbying, pas nécessairement. La loi Sapin 2, c'était un texte ambitieux qui d'ailleurs est reproduit un peu partout dans le monde à l'heure actuelle. Et c'est autant une question de légalité qu'une question de pratique finalement. Ce que ça montre cette affaire, c'est qu'il y a toujours un tabou sur le lobbying. Et quand il y a un tabou sur le lobbying, les lobbyistes ils restent dans l'ombre et ils peuvent avoir des pratiques qui parfois s'éloignent du cadre de la loi. Ils peuvent en jouer, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Kevin Gernier, chargé de plaidoyer à Transparency International France. Merci à vous. Merci.